Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Direct. À quel point l'Égypte a pu franchir une étape essentielle sans précédent vers un leadership mondial dans le domaine de l'énergie propre. Donc c'est presque la grande question dont on va discuter durant les prochaines minutes avec les analyses et les éclaircissements de notre invité de marque, Monsieur Raouf Gaafar, notre analyste politique et économique. Vous êtes toujours bienvenu sur l'antenne internationale. Merci, bonsoir. Bonsoir monsieur. Et chers téléspectateurs, très rapidement, je dois vous rappeler que sur les rives du lac Nasser, dans le gouvernorat d'Assouan, l'Égypte a tracé les traits d'une nouvelle phase de développement à travers laquelle elle confirme qu'elle n'est pas seulement un consommateur d'énergie, mais plutôt un partenaire essentiel dans l'élaboration de l'avenir énergétique mondial. Si je peux dire, dans le gouvernorat d'Assouan, l'Égypte a érigé ou essaye d'ériger quand même la plus grande centrale solaire flottante, nouvelle réalisation pour l'Égypte dans le domaine de l'énergie propre. Les explications, je dois les laisser avec ce reportage de Dalia Karam et d'autres collègues. L'Égypte franchit une étape sans précédent vers un leadership mondial dans le domaine de l'énergie propre. Ce projet est situé dans un emplacement exceptionnel couvrant une vaste zone du lac Nasser dans le gouvernorat d'Assouan. Profitant de la situation géographique unique pour maximiser l'efficacité de production de l'énergie solaire, et avec une énorme capacité de production allant jusqu'à 5000 MW, ce projet est une étape importante dans le parcours de l'Égypte vers la transition verte et l'économie plus durable. Avec un budget d'investissement pouvant atteindre 10 milliards de dollars, le projet représente une attraction pour les investissements étrangers et locaux. Cela s'inscrit dans le cadre de la vision égyptienne d'attirer des capitaux internationaux pour soutenir d'énormes projets d'infrastructure. Le rôle du projet ne se limite pas à répondre à la demande croissante d'électricité, mais il devrait contribuer à réduire les émissions de carbone à un rythme compris entre 5 et 7,5 millions de tonnes par an. Cette étape reflète l'engagement de l'Égypte à atteindre les objectifs de développement durable et à réduire les impacts environnementaux négatifs. La centrale devrait répondre aux besoins en électricité d'environ 7,3 millions de personnes, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie et à offrir de nouvelles opportunités d'emploi dans le secteur des énergies renouvelables. Le projet constitue également un modèle réussi de coopération entre les secteurs publics et privés, ouvrant la voie à la mise en œuvre d'un plus grand nombre de mégaprojets à l'avenir. La création de la plus grande centrale solaire flottante au monde représente une étape audacieuse vers un avenir vert et place l'Égypte à l'avant-garde des pays investissant dans des solutions durables répondant aux besoins des générations futures. Une réalisation qui va au-delà de l'énergie vers un avenir prometteur. Donc, docteur Raouf Gaafar, à quel point vous trouvez que l'Égypte a pu vraiment franchir une étape sans précédent vers un leadership mondial dans le domaine de l'énergie propre, à travers ce projet? Oui, c'est-à-dire ce projet vient dans le contexte de transformation en énergie renouvelable et propre. Je pense que depuis lors que l'Égypte a ôté le COP 27, on est devenu responsable, un pays responsable de cette transformation. Et je pense qu'on a pris des pas assez sérieux dans cette direction. Et nous avons, comme je viens de dire, tout ce qu'il faut pour, comme infrastructure, pour générer l'énergie propre et renouvelable. Et c'est justement ce qu'on essaie d'exploiter le plus possible. Ce projet, justement, vient dans ce contexte en exploitant
le placement unique de cette centrale au sud de l'Égypte, dans un environnement qui jouit d'un soleil presque 360 jours par an. Et donc ça représente un environnement idéal pour ce genre de projet. Et c'est justement pour ça que nous espérons bien que ça va attirer pas mal d'investisseurs, surtout que la zone d'Aswan est une zone très promettante sur le plan projet. Voilà, il y a projet de production solaire certainement, mais pour servir justement les projets qui seront établis. Nous avons Toshka déjà qui représente un grand changement sur le plan agricole. Et puis je pense qu'il y aura des projets industriels à base de produits agricoles qui vont être établis dans cette zone. Donc encore une fois, le choix de cet endroit pour commencer un projet pionnier comme celui de l'énergie solaire dans une centrale flottante, c'est une très bonne idée et j'espère que ça rend service à cette zone et ça vise vers le mieux de l'économie certainement. Ouais. Et j'espère bien que ça va attirer pas mal d'investisseurs. J'aimerais entrer de plus en plus dans les détails et quand même présenter les différentes dimensions de ce projet. En fait, j'ai une question concernant la création de cette plus grande centrale solaire flottante au monde entier. À quel point ce projet est une importante étape dans le trajet égyptien vers la transition verte, mais aussi vers une économie de plus en plus durable. Bon, le but de la transformation verte, c'est justement établir des investissements qui visent à un développement durable. Vous avez dit, oui, l'Égypte a été un pays pionnier dans beaucoup de projets. Et justement, ce projet vient dans ce contexte. On continue d'être un pays pionnier. Et personnellement, je pense que cette centrale flottante est une des premières au monde. Et maintenant, c'est la plus grande. Donc, on ne cesse pas à bouger et se diriger vers le mieux, une technologie assez avancée, quelque chose sans précédent en Égypte, probablement en Afrique, et dans le monde peut-être il y a un très petit nombre de projets similaires. Encore une fois je dis, l'Égypte n'a jamais manqué d'être un pays pionnier. Nous allons vers un développement durable et c'est justement l'énergie renouvelable et l'énergie propre qui va nous aider à mener cette voie. En fait, le reportage qu'on vient de diffuser il y a quelques minutes a mentionné que cette centrale solaire, mais aussi les autres projets d'énergie renouvelable, devraient répondre aux besoins des électricités d'environ 7,3 millions de personnes. Ma question porte sur à quel point vous trouvez que ces projets contribuent ainsi à améliorer la qualité de vie, à offrir de nouvelles opportunités de travail, notamment dans le secteur des énergies renouvelables. C'est-à-dire créer des emplois, et c'est un but très demandé. Nous sommes un pays qui a une population assez grande et, à mon opinion, cette population peut représenter un atout, un avantage. Donc, ce genre de projet, certainement, il offre des possibilités d'emploi pour beaucoup de monde.
ça couvre justement les nécessités de, comme vous l'avez dit, d'à peu près 5 à 6% de la population. Donc déjà, c'est quelque chose. Et puis, comme vous avez dit, ça peut ouvrir la porte aux investisseurs, non seulement à investir dans ce genre de projet, mais dans les autres projets qui peuvent jouir de cette source d'énergie. Surtout que maintenant, le monde entier se dirige vers le vert, se dirige vers l'énergie propre pour essayer... Donc vous trouvez que, si je peux dire, c'est une réussite à compter pour le plan de l'État égyptien qui vise à attirer plus d'investissements étrangers dans le domaine de la production énergétique, notamment dans le domaine des énergies propres ou renouvelables. Absolument. On a vu d'ailleurs, ça a commencé, production de, si on ne parle pas d'énergie solaire, on parle d'hydrogène, nitrogène, vert, bleu, etc. Donc nous sommes dans cette direction, nous suivons cette voie et c'est le monde entier demande ce genre d'énergie et être un des pays pionniers dans la production de ce genre d'énergie, ça attire certainement beaucoup d'investisseurs. Bien sûr, mais ce projet représente l'un des projets des infrastructures érigées ou établies ici en Égypte. Donc, à partir de ce projet, est-ce que nous pouvons dire qu'il y aura plus d'investissements et de partenariats entre le secteur privé, que ce soit égyptien ou étranger, et le secteur public, afin d'ériger et d'établir de plus en plus d'autres projets d'infrastructures en Égypte? Infrastructures et autres, c'est-à-dire, ça a été dit par le président de l'administration à plusieurs reprises que le secteur privé doit jouer son rôle essentiel dans le développement. Et on parlait de 70% de l'économie doit être gérée, doit être menée par le secteur privé. Oui. Donc, association, partenariat entre le gouvernement et le secteur privé, c'est une chose impérative et qui doit avoir lieu, et c'est justement ce qu'on fait. Et comme je viens de dire, les investisseurs sont attirés par les sources d'énergie propres, et ça va représenter franchement un bon exemple du partenariat, comme vous avez dit, entre le public et le privé. Oui. Absolument. En fait, si nous allons mettre en considération, mettre à la tête, comme le reportage qu'on a diffusé a mentionné, le rôle du projet devrait contribuer à réduire les émissions de carbone à un rythme compris entre 5 et 7,5 millions de tonnes par an. Donc, à quel point vous trouvez que ça représente l'un des engagements de l'Égypte à atteindre des objectifs de développement durable visant à réduire également les impacts environnementaux négatifs? Le fait que les émissions sont réduites, ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Ça veut dire que nous résistons au changement climatique qui peut endommager la planète. Donc ça, c'est très juste. Comme je viens de dire, nous visons à un développement durable qui ne peut jamais prendre lieu sans avoir un environnement sain. Vous avez parlé du train de vie, du niveau de vie, Oui. de la qualité de vie des citoyens égyptiens. On atteint ça par ce genre de projet. Oui. Nous devons parler quand même de développement durable et les générations futures. Mais justement, je dois vous présenter ce reportage, chers téléspectateurs, concernant l'Égypte qui essaie toujours de redoubler d'efforts pour lutter contre le changement climatique et parvenir à une énergie durable. L'État égyptien a élaboré une feuille de route à travers laquelle il avance sur des voies parallèles pour faire face à ces défis
en particulier en ce qui concerne l'expansion des projets d'économie verte, le développement et la diversification des sources d'énergie renouvelables et la maximisation de leur valeur en tant que refuge pour contrer les causes du changement climatique et réduire le fardeau économique résultant de l'utilisation des sources d'énergie traditionnelles. Donc nous allons, si je peux dire, avoir d'autres questions concernant la diversification des énergies ici en Égypte, mais aussi les générations futures, comment l'Égypte essaie de donner plus d'opportunités pour les futures générations à travers cette nouvelle amalgame mixte énergétique. Plus d'informations dans ce reportage de Shahinaz Ismail. L'État égyptien a élaboré une feuille de route à travers laquelle il avance sur les voies parallèles pour faire face à ces défis, en particulier en ce qui concerne l'expansion des projets d'économie verte, le développement et la diversification des sources d'énergie renouvelables et la maximisation de leur valeur en tant que refuge pour contrer les causes du changement climatique et réduire le fardeau économique résultant de l'utilisation des sources d'énergie traditionnelles, en plus d'élargir les partenariats avec le secteur privé et les partenaires internationaux dans les domaines de l'énergie propre et les énergies renouvelables et travailler pour fournir la technologie nécessaire dans ce domaine qu'il a qualifié afin de devenir l'un des plus grands producteurs d'énergie propre. Concernant les efforts de l'Égypte pour accroître le recours aux énergies renouvelables, la stratégie en matière d'énergie durable pour 2035 vise à accroître la contribution des énergies renouvelables au mix énergétique électrique, car la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables devrait atteindre 42% de l'énergie électrique totale produite en 2035 contre 20% en 2022. Concernant les sources de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables actuelles et ciblées, elles comprennent l'énergie solaire de 2% en 2022, alors qu'elle devrait atteindre 26% en 2035, l'énergie éolienne de 12% en 2022, alors qu'elle devrait atteindre 14% en 2035, l'hydroélectricité devrait atteindre 2% en 2035 contre 6% en 2022, l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables, solaire ou éolienne a été multipliée par 7 depuis 2014-2015, atteignant 10,4 en 2021-2022 contre 10,2 en 2021-2022. Et 8,7 en 2019-2020. La capacité totale installée d'énergie renouvelable, solaire, hydraulique et éolienne a atteint environ 7000 MW. En ce qui concerne les projets éoliens, la capacité des projets mis en œuvre est de 2635 MW. Gabal el-Zayt ayant produit 580 MW, Az-Zafaran à 545 MW, Ras Gharib 260 MW et West Bakr 250 MW, en plus des projets en cours d'exécution dans le golfe de Suez avec une capacité de 250 MW. Donc, docteur Raouf Gafar, quelle est l'importance pour l'Égypte de diversifier ses sources énergétiques? Il faut dépendre sur des sources, comme vous l'avez dit, continues, c'est-à-dire... Durables. Absolument. Pour achever justement un développement durable, les matériaux nécessaires, les éléments nécessaires doivent être là pour toujours. On parle d'énergie solaire, le soleil ne va pas partir. Oui. Il sera là pour l'éternité. C'est pour ça qu'il faut absolument diversifier ce genre d'énergie. Et le plus qu'on atteint un pourcentage de notre consommation, de nos besoins d'énergie, des sources non traditionnelles, le mieux, parce que toutes les autres sources vont se terminer un jour.
Donc, à travers de tels projets, à quel point nous pouvons dire que l'Égypte n'est plus seulement un pays consommateur des énergies, mais plutôt un pays productif des énergies, notamment les énergies renouvelables et propres. Absolument. Maintenant, l'énergie, c'est une industrie, c'est-à-dire quand, ok, on peut avoir une autosatisfaisance sur le plan énergie, sur le plan, mais on peut exporter ces énergies. Donc, à la fin du compte, on peut regarder ça non seulement comme un projet d'infrastructure, mais un projet qui aide à la génération d'argent. Donc, ça peut viser directement au mieux de l'économie, comme exportation. Et c'est justement ce qu'on essaie à faire. Et exporter seulement l'énergie, ou plutôt, c'est, si je puis dire, l'Égypte essaye d'arriver à ce qu'on appelle une valeur ajoutée. Ce n'est pas d'exporter seulement les énergies renouvelables propres, mais plutôt c'est d'implanter, de localiser les industries. Absolument. Maintenant, nous bougeons vers une, je vais appeler ça une révolution industrielle en Égypte. C'est-à-dire, nous essayons d'utiliser toutes les technologies disponibles partout au monde pour établir nos propres industries ici sur place. Et justement, utiliser ce genre d'énergie dans ces projets, comme vous l'avez bien dit, c'est une valeur ajoutée et qui nous permet de vendre un produit fini tout en utilisant ce genre d'énergie. On doit penser toujours à la valeur ajoutée. C'est un terme qui me plaît toujours, parce que on a beaucoup de ressources. Si jamais on se débarrasse de ces ressources telles quelles, dans sa forme première. Exactement. Ça va générer quelques revenus, mais pour arriver, l'utiliser et produire n'importe quoi, mais justement c'est une valeur ajoutée, on peut exporter et c'est ça le futur. Sinon, on est... mais pour arriver à l'exportation, il y a plusieurs éléments, comme par exemple la diversification de ces énergies qu'on a, la main-d'œuvre, mais aussi le transfert des technologies, que ce soit dans la production énergétique ou quand même dans les autres industries qu'on a voulu être localisées ici en Égypte. Absolument. Vous avez, voilà, l'élément important, c'est la main-d'œuvre. Nous avons un autre élément très important, c'est l'énergie. Et le troisième élément, c'est la technologie qui existe dans beaucoup d'endroits. On peut la développer localement, mais on peut commencer où les autres se sont arrêtés. Et c'est justement ce genre de technologie qui peut représenter la participation des investisseurs dans les projets. Donc ils peuvent nous fournir leur savoir-faire, leur technologie, et puis avec technologie, avec les matières premières, avec la main-d'œuvre et avec l'énergie, on a un projet prêt à démarrer, surtout que, voilà, on commence maintenant à sentir que les législations, etc., tout ce qui concerne... à quel point vous trouvez que ces projets de production des énergies renouvelables représentent quand même un point fort dans la compétition ou dans la compétitivité quand même de l'Égypte au niveau international, quand on parle des industries, quand on parle de la possibilité de transférer les autres industries qui se trouvent dans d'autres pays vers l'Égypte, afin d'arriver à ce qu'on appelle l'Égypte une base industrielle à exporter, ou à travers laquelle nous pouvons exporter vers la région arabe et vers la région africaine, notamment que, comme vous savez, l'Égypte a beaucoup de désaccords de libre-échange avec ces deux entités. Pas seulement ça, mais le placement de l'Égypte. Nous sommes au centre.
ce qui représente un avantage et un atout pour les investisseurs et pour les producteurs. Parce que nous sommes la porte ouverte pour le marché africain, qui va représenter le futur pour tout le monde. Maintenant, tout le monde essaye d'arriver au marché africain, et il n'y a pas mieux que l'Égypte pour atteindre ces marchés. Établir des industries avancées en Égypte, ça veut dire, comme vous l'avez dit, compétitivité avec le monde entier, et présenter un produit de qualité avec un prix raisonnable. Et c'est ça le but de l'investisseur, le but de n'importe quel pays qui se développe, c'est de trouver l'équation, la formule par quoi on a un produit acceptable et avec un prix abordable et raisonnable. Ouais. Et donc ça c'est un but, si jamais on arrive à ce but, et on va sûrement arriver, ça va changer beaucoup sur le plan économique. Monsieur Raouf Gaffar, comment de tels projets de production énergétique propre ou renouvelable représentent un point fort pour le développement durable, pour le développement économique durable, mais aussi pour les nouvelles générations? Absolument. Nouvelle génération, une responsabilité que nous avons envers nos enfants, c'est de leur présenter un environnement sain, propre, attractif, un milieu, compétitif. Absolument. On leur offre des travaux, des emplois, on leur offre une vie meilleure. Donc l'investissement dans l'infrastructure, c'est-à-dire investir dans l'être humain. Absolument, mais l'être humain, c'est justement un élément essentiel dans l'infrastructure. C'est une ressource qui existe, et la base de l'économie, c'est d'exploiter les ressources disponibles le mieux possible. Donc ça, c'est une ressource très importante. Et, entre parenthèses, ça n'existe pas en abondance ailleurs. Mais nous avons cet avantage ici. Simplement, il faut bien la former, l'éduquer, l'apprendre, pour que ça représente l'atout le plus important dans notre développement. Oui, oui. Justement, avant cette dernière question, vous avez dit que l'Égypte se trouve au centre du monde. Bien sûr, c'est un atout positif, mais aussi un point, si je peux dire, négatif. J'aimerais discuter avec vous de ce point, mais nous avons, chers téléspectateurs, actuellement un reportage concernant que l'Égypte a revu à la baisse son objectif en matière d'énergie renouvelable pour 2040, le ramenant à 40% contre 58% précédemment. Et ça, comme il a déclaré le 20 octobre le ministre du pétrole Karim Badawi, qui a également affirmé que le gaz naturel restera un élément clé du mix énergétique du pays pendant des années. Plus d'éclaircissements en ce qui concerne ce sujet dans le reportage de Shahnaz Esmail. L'Égypte s'était pourtant engagée à porter la production d'énergie renouvelable à 42% de son bouquet énergétique d'ici 2035. Déterminé à réussir sa transition énergétiquement, le pays avait même avancé cet objectif à 2030. En juin dernier, le ministre de l'électricité de l'époque, Mohamed Shakir, avait également annoncé un plan ambitieux visant à porter cette part à 58% d'ici 2040. Cette revue à la baisse des objectifs en matière d'énergie renouvelable devrait profiter au secteur gazier, que les
responsables égyptiens privilégient désormais. Il s'agit d'un message adressé à nous tous pour que nous travaillions ensemble afin d'accroître les découvertes et d'attirer davantage d'investissements par le biais des offres proposées pour l'exploration, a déclaré M. Badawi lors de la séance d'ouverture de la conférence méditerranéenne de l'énergie 2024. Selon l'AIE, cette énergie a représenté environ 51,8% de l'approvisionnement énergétique total du pays en 2022, soit 2 197 587 térawatts, tandis que la production a quant à elle augmenté de 283% depuis 2000, se situant à 2 314 115 térawatts à la même année. La stratégie nationale pour l'hydrogène vert est en cours d'élaboration et elle a été annoncée lors de la conférence COP27 car elle vise à ce que l'Égypte bénéficie de ses capacités compétitives pour atteindre 8% du marché mondial de l'hydrogène, indiquant que l'Égypte a la capacité de produire de l'hydrogène vert. L'hydrogène en cours, le plus bas au monde, et c'est le cas, le coût de production devrait baisser à 1,7 kg en 2050 contre 2,7 en 2025. Docteur Raouf Ghafar, votre commentaire en ce qui concerne cette baisse qui sera être effectuée par l'Égypte en ce qui concerne son objectif en matière d'énergie renouvelable pour 2040. Votre commentaire? Malheureusement, étant donné que la génération de l'énergie est dépendante sur le pétrole, le gaz, etc., ça existe partout. On va dépendre, disons, principalement, jusqu'à ce que les conditions changent. Mais maintenant, c'est une source d'énergie, bien que ce n'est pas propre, ce n'est pas renouvelable, mais ça existe. Les conditions changent, qu'est-ce que ça veut dire? Je pose cette question à la lumière de ce qui s'est passé à la COP29 à Azerbaïdjan, à la lumière de l'accès au pouvoir de Donald Trump, qui est l'un des grands fans, l'un des grands partisans des énergies fossiles. Absolument. Il veut se développer très, disons, rapidement. Vous parlez d'énergie renouvelable, ça prend du temps. C'est vrai que c'est un développement durable. Mais ne peuvent pas remplacer maintenant les énergies fossiles. Demain, avec l'énergie fossile, à base de fossiles, ça peut commencer aujourd'hui. Mais les autres énergies renouvelables, etc., ça prend du temps. Trump, il a juste 4 ans. Il veut transformer l'Amérique et ça ne va jamais arriver sans dépendre totalement sur... Donc doper la croissance américaine sans eu égard aux impacts négatifs de changement climatique. Absolument. Mais d'ailleurs, c'est le monde industriel qui représente le plus de dégâts. Le monde industriel qui détruit le monde. C'est ça, exactement. Ils ne vont jamais penser, excepté à leur propre intérêt. Et pour eux, c'est le meilleur. Donc il a les yeux, vous savez où, et tant que ça existe, nous, de l'autre côté, nous essayons d'exploiter ce que nous avons, mais je pense que nous allons accélérer un peu nos pas vers l'énergie renouvelable, parce que ça, c'est le recours de l'avenir. Monsieur Raouf Ghafar, comment vous voyez les conditions qui règnent, que ce soit au niveau mondial ou quand même au niveau régional? Je parle de ça parce que si nous pouvons dire, il y a un point qui essaie de prouver que ces conditions peuvent être favorables au dopage de l'économie égyptienne, notamment dans la production
énergétique renouvelable et propre, ainsi de suite, parce que l'Égypte toujours, ou reste toujours un oasis de stabilité, que ce soit politique ou économique. Il y a un autre point de vue qui voit ou qui observe que ces conditions affectent négativement le financement consacré à l'Égypte au développement durable, à la transformation verte, à l'arrivée à une économie verte durable. Non, moi je pense que la première c'est plus logique. La première, c'est-à-dire ces conditions sont favorables? Absolument, bien que nous sommes entourés. Absolument, pourquoi? Parce que nous avons tout ce qu'il faut, comme vous l'avez dit. Nous représentons une oasis de paix, de sécurité, de stabilité, etc. Ce qui est déjà, je pense, la chose la plus attirante pour les investisseurs, d'un côté. Mais étant donné qu'il y a tellement de problèmes autour de nous, tellement d'instabilité autour de nous, peut-être ça peut représenter un petit désavantage, mais à long terme, je pense que le numéro 1 va toujours régner. Oui, mais encore une fois, comment, autrement dit, nous sommes pleinement atteints par de telles instabilités régionales. Bien sûr, comme vous savez, il y a des crises et des répercussions qui se reflètent sur l'économie. Absolument, bien qu'on n'a rien à faire. Mais étant donné que nous sommes dans ce placement, on est affecté sérieusement par ce genre de défis et de ce genre de crise. Je ne veux pas donner des exemples, mais notre économie... Donc avec l'arrivée de Trump, est-ce que, d'après votre expectation, il y aurait un certain apaisement au niveau régional, et il y aura un certain déblocage pour le financement consacré aux pays en voie de développement, pour la transition verte, pour la transformation verte, pour la lutte contre le changement climatique? Bon, on parle de Trump. Moi, personnellement, j'aime le monsieur. Pourquoi? Je ne donne pas des raisons. Mais, à mon opinion... Si je peux dire, je dois reformuler ça un peu. Il y a toujours deux mal. Mais c'est un mal moins... Absolument, le meilleur mal, disons. Un mal qui représente moins de conséquences néfastes. Absolument, absolument. C'est un monsieur qui est franc, il parle son âme et il dit ce qu'il pense. Donc, pour lui, c'est l'intérêt de l'Amérique. Donc, il va faire tout son possible pour que le monde se dirige vers le mieux de l'Amérique. À mon opinion, et il a déjà déclaré ça à plusieurs reprises, pour lui, notre zone, notre Moyen-Orient, pour lui, il a vu que l'Égypte et peut-être l'Arabie Saoudite sont les deux bases, deux axes. Exactement. Et ses relations avec les dirigeants des deux pays est bonne. Donc moi, je suis, j'ai un espoir, je suis optimiste que le règne de Trump va être mieux pour l'Égypte particulièrement. Oui. Quand on parle de la Russie, qui est un partenaire essentiel pour l'Égypte dans la production de l'énergie nucléaire, comment la Russie, ou dans le cadre de toutes ces conditions, que ce soit régionales ou internationales, voit l'Égypte? Comment l'Égypte, ou de quel œil la Russie voit l'Égypte? L'Égypte, qu'on aime ou l'économie égyptienne, c'est un partenaire très important pour la Russie. Pour la Russie, encore une fois, le marché africain, c'est un marché lucratif, c'est un marché promettant, et ils savent bien que... je parle des industries russes, par exemple, je parle des industries chinoises. Est-ce que l'Égypte peut vraiment être
une base essentielle pour ces deux grandes puissances Absolument. économiques quand on parle à exporter vers les pays, que ce soit africains, arabes ou quand même européens? Absolument. Moi, Absolument. je vois que les technologies disponibles à la Chine et en Russie sont plus proches, je ne sais pas si le mot est juste ou non, mais plus, disons, assimilables par nous, par les Égyptiens, et ils ne sont pas très compliqués. Donc je pense que l'établissement de partenariats avec ces deux pays vont viser vers le mieux de notre économie. D'ailleurs, nous voyons les zones économiques du canal de Suez. Les plus grands participants sont la Chine et la Russie. Donc nous savons ça, ils savent ça. Et je pense que notre partenariat avec eux, et maintenant avec le BRICS, ça va rendre les choses peut-être un peu plus simples et un peu plus faciles. Mais je pense qu'on doit conserver notre relation encore plus étroite avec ces deux grandes forces économiques, parce que pour moi, personnellement, je vois qu'on peut, avec eux, faire beaucoup de choses et vraiment développer notre pays en utilisant le savoir-faire et la technologie qui existent là-bas. Oui. Donc, avec cette dernière question, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup pour votre éclaircissement, pour votre présence tout d'abord. Merci. Merci, M. Rauf Ghaffar, notre expert économique et politique. Et même chose pour vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre attention. Rendez-vous demain, une nouvelle édition de Direct. Au revoir.